Il faut se remettre dans le contexte. Nanterre, période de la guerre d'Algérie. Les constructions sont extrêmement surveillées. Il y avait notamment ce qu'on appelait la brigade Z, qui était une brigade policière qui passait, qui recensait les baraques et qui interdisait toute nouvelle amélioration en construction. Quand tu peux pas améliorer ta baraque, quand tu peux pas construire, évidemment, ça donne des conditions précaires. Champigny, par contraste, en fait, ce qui est intéressant, on a des sources d'archives en fait qui racontent un peu le point de vue des agents préfectoraux. Souvent, c'est des gens qui sont passés par Nanterre ou par des bidonvilles algériens en Mhm. France métropolitaine. Ils arrivent à Champigny, ils voient des Portugais, ils se disent mais c'est pas un bidonville, c'est un village parce que les Portugais étaient blancs, étaient européens. Et donc, il y avait un regard très différent sur cette forme d'habitat en disant mais finalement, on va les laisser tranquilles parce que voilà, c'est pas le même niveau de dangerosité que les Algériens. Donc, quelque part, ils ont été libres de construire davantage, améliorer davantage, et c'est en partie pour ça qu'on a des formes si différentes entre eux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Jamel Selmet et vous êtes sur Un pavé dans la mare, le podcast qui interroge les questions d'appartenance et qui explore l'identité en mouvement, celle qui évolue avec le temps, celle qui évolue aussi avec les rencontres que l'on fait avec l'environnement dans lequel on est, avec l'environnement avec lequel on interagit, avec les choix que l'on fait ou que l'on ne fait pas, avec les choix que l'on subit malgré soi et par la force des choses. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Margot Delon. Margot est sociologue. Elle a écrit Enfants des bidonvilles, un livre qui retrace l'histoire des enfants des bidonvilles et des cités de transit, un habitat que l'on a connu ici en France entre les années 1960 et 80, principalement en région parisienne. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et je peux en témoigner, car je fais aussi partie de cette histoire. Margot, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur de t'avoir ici pour parler avec toi des premiers immigrés venus d'Afrique du Nord et du Portugal qui se sont installés en France et dans quelles conditions ils se sont installés. De parler de la trajectoire de leurs enfants, de la seconde génération, pour voir comment, pour comprendre comment ils se sont construits. Et enfin, on terminera avec l'importance de la transmission de la mémoire. Bah, bonjour Jamel, et merci beaucoup de m'accueillir pour parler de tous ces thèmes extrêmement importants encore aujourd'hui, même si effectivement, comme tu le disais, ça fait plusieurs décennies que les bidonvilles et les cités de transit, en tout cas cette forme-là, ont disparu de la France Tout à fait, métropolitaine. exactement. Alors pour commencer, Margot, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre et d'où t'est venu l'intérêt euh, sur les enfants des bidonvilles et des cités de transit? Alors d'abord, je peux dire que en fait, ce livre donc, que tu évoques est né d'une enquête, enfin est le fruit plutôt d'une enquête universitaire qui a été réalisée pour obtenir un doctorat en sociologie. Et donc c'est dans le cadre de mes études que voilà, je me suis intéressée aux questions de sociologie urbaine. Et à travers des lectures, j'ai découvert l'histoire des bidonvilles de l'après-guerre en France. Et j'ai été estomaquée qu'une histoire d'une telle importance soit si peu connue. Donc ma première curiosité, ça a été de me dire, mais pourquoi cet épisode aussi important, donc là c'était plutôt au début des années 2010, on va dire, je pense que les choses ont un peu changé depuis, et sans doute que, et c'est tant mieux, l'histoire est mieux connue. Mais en tout cas, quand moi j'ai commencé, voilà, cette partie de mes études, c'était assez peu connu. Voilà, on en parlait peu. Donc ça m'a intéressée. Et puis surtout, ça m'a intéressée de voir ce que devenaient les habitants une fois que le bidonville était détruit. Parce que ce qu'on trouvait comme archive un peu média, c'était voilà, les bidonvilles, les cités de transit ont disparu avec des bulldozers, mais qu'est-ce qui se passe après? Les bulldozers, ils font pas disparaître le problème des habitants, et c'est comme ça que ma curiosité première pour les bidonvilles est née. Ensuite, je suis arrivée à Nanterre, où j'ai commencé cette enquête. J'ai travaillé et à Nanterre et à Champigny-sur-Marne, qui étaient les deux plus gros bidonvilles. J'ai rencontré des habitants et des habitants, des anciens des bidonvilles, dont toi d'ailleurs, dont je profite pour remercier et toi, mais aussi toutes les personnes que j'ai rencontrées et sans qui ni la thèse ni le livre n'auraient pu exister, parce que ce sont des personnes qui m'ont livré des témoignages extrêmement riches et qui ont été capitaux, voilà, pour comprendre cette histoire. Donc ça, c'était la première étape. Et le livre, il est né de vouloir faire sortir la sociologie de l'université et de vraiment rendre aussi un peu, et aux enfants des bidonvilles, mais aussi contribuer à diffuser cette histoire
à la divulguer, à faire en sorte qu'elle soit mieux connue, parce que la thèse, ça reste quand même un objet littéraire très pénible à lire, quoi. Donc Tout à c'est fait. pour ça que j'avais pas voulu la diffuser sous cette forme, mais par contre, ce que je voulais, c'était faire un livre court, accessible, qui rende vraiment compte de l'essentiel de cette histoire pour que tout le monde, alors quand même des gens qui s'intéressent un peu à ces questions d'inégalité, mais ça peut être des lycéens, ça peut être des étudiants de travail social, des associatifs, des militants, vraiment tout un ensemble de personnes puissent s'y intéresser. Très bien. On va commencer depuis le début par les enfants des bidonvilles. Tu évoques une période que les moins de 20 ans ou les moins de 30 ans ne connaissent pas. Pour replacer les choses dans leur contexte, est-ce que tu peux nous raconter comment les premiers immigrés venus d'Afrique du Nord et du Portugal se sont installés en France dans les bidonvilles? Alors c'est une période très particulière, on est dans l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui veut dire que c'est une période de très forte croissance économique. Donc il y a notamment un besoin en termes de main-d'œuvre qui est énorme, et qui se traduit par des accords migratoires conclus avec plusieurs pays, dont le Portugal par exemple, et du coup par un appel de main-d'œuvre très très fort. Donc beaucoup d'immigrés en fait arrivent en France à ce moment-là pour participer aux travaux de reconstruction, pour participer à l'industrie qui prend tout son essor, et donc pour contribuer à la richesse de la France. Quel est le problème? C'est que en fait rien n'est prévu pour leur accueil. Donc ce sont des travailleurs, mais aussi des familles qui débarquent et du jour au lendemain qui doivent se loger. On est en pleine période de crise du logement, en partie en raison des destructions liées à la guerre, mais aussi parce que voilà, il y a un manque de logement, il faut construire, il faut rénover. Et donc il y a très peu de logements pour tout le monde, mais en particulier pour les immigrés qui arrivent et qui sont encore plus mal logés, si j'ose dire, que les autres. Les bidonvilles se développent dans ce contexte. Il y a déjà, et à Nanterre et à Champigny, en fait, des groupes d'habitants. Bah, par exemple, Nanterre, tu es bien placé pour le savoir, a une histoire longue avec l'immigration algérienne. Donc il y avait déjà des Algériens à Nanterre, même avant les bidonvilles. Donc évidemment, les premières familles, quand elles arrivent, les premiers travailleurs, ils vont dans des endroits où il y a déjà la communauté qui est installée. Et c'est la même chose pour Champigny. Vraiment, il n'y a pas de différence là-dessus. Sauf que les installations existantes ne suffisent pas. Donc, les bidonvilles se développent dans des terrains qui sont laissés libres pour l'aménagement urbain. Cette période-là, c'est la période des grands travaux. C'est la période d'aménagement de la Défense. Alors, à Champigny, c'est moins marquant, mais on voulait faire en fait une autoroute. Là, il y avait le bidonville. Donc, terrain gelé, terrain vide, espace disponible, s'installent les bidonvilles, explosent les bidonvilles, et c'est une forme urbaine du coup qui se développe massivement à cet endroit-là, parce qu'il y avait de l'espace, parce qu'il y avait déjà des premiers membres de la communauté, et puis surtout parce que c'était des endroits qui étaient proches des bassins de recrutement. Les usines, les chantiers, alors à Champigny c'est peut-être moins les usines que le front, ce qu'on appelle le front d'urbanisation vers l'Est, donc toutes les villes nouvelles qui se développent à ce moment-là, elles sont des chantiers qui ont besoin de travailleurs, et les travailleurs viennent pour beaucoup des bidonvilles, dont celui de Champigny. Donc proximité au bassin de recrutement, ville ouvrière, etc. C'est pour ça qu'on a des bidonvilles à ce moment-là, à ces endroits-là. Tu as étudié ces deux bidonvilles principalement, celui de Nanterre, il y en avait même deux, je sais pas, à Nanterre, et plus celui de Champigny-sur-Marne. C'est deux populations différentes. Effectivement, et c'est même un peu... c'est à la fois des populations, des histoires, des politiques publiques et des trajectoires si différentes qu'à un moment, je me suis demandé si je travaillais vraiment sur la même histoire. Et dans les témoignages, notamment, c'était très particulier parce que voilà, moi, j'ai commencé par travailler à Nanterre et ensuite, je suis allée à Champigny, même si je suis toujours un peu restée à Nanterre jusqu'à la fin de ma thèse parce que c'est dur de quitter Nanterre une fois qu'on a commencé à y aller. Mais effectivement, c'était même des ressentis par rapport aux bidonvilles très différents. Mais ça rend finalement l'histoire intéressante parce que ça permet de diversifier peut-être les points de vue. Et puis surtout de comprendre qu'est-ce qui tient à la ville, qu'est-ce qui tient à l'origine dans le fait que le traitement politique des bidonvilles a été si différent dans une ville et comme dans l'autre. Alors, on avait à Nanterre une population nord-africaine, à Champigny-sur-Marne une population portugaise. Quelles étaient les caractéristiques différentes entre ces deux bidonvilles? Alors à Nanterre, en fait, et c'est un de mes regrets, il y avait aussi un bidonville portugais à la Garenne. Et je pense que j'ai rencontré qu'une personne, et si je devais refaire ma thèse, ce que je referai pas, parce que c'est pas recommandé, mais je rencontrerais plus de personnes d'origine portugaise, parce que je pense que c'est aussi super intéressant de voir justement, voilà, comment ça s'est passé pour eux là-bas. En grande différence, alors la première différence, elle est liée à l'origine, c'est qu'en fait, les Algériens, à l'époque, jusqu'en 62, ils étaient français. Donc, ça veut dire des conditions de voyage extrêmement différentes. Ils ne sont pas venus clandestinement en France. C'est le cas de beaucoup de Portugais. Mais ils changeaient de département.
Ils ont dû changer de département, c'était un déménagement en fait. Donc maintenant, je pense qu'il faut le rappeler, parce qu'aujourd'hui, on a tendance, on va dire, à avoir un regard extrêmement différent sur ces populations. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment dans ces conditions-là que les Algériens et les Portugais sont venus en France. Il y avait donc aussi le fait que l'Algérie soit une colonie française à l'époque, ça veut dire qu'il y avait un rapport extrêmement différent à l'administration, bon, à la langue française. Beaucoup d'Algériens parlaient français, savaient ce que c'est, enfin, connaissaient le mode de fonctionnement de l'administration française. Donc en fait, en arrivant en France, même si évidemment le choc a été immense, notamment de se retrouver dans les bidonvilles, en tout cas en France métropolitaine, il y avait une familiarité qu'il n'y avait pas du tout dans les familles portugaises. Et ça, mine de rien, en fait, ça joue beaucoup, même par exemple pour les enfants à l'école, pour se débrouiller avec les papiers, pour être proche, tu vois, de la vie quotidienne en France. En fait, il y avait une plus grosse familiarité côté algérien. Il n'y avait pas exactement non plus les mêmes, on va dire, origines sociales. Le Portugal, c'est vraiment une migration très, très, très rurale. Alors disons du côté algérien et notamment et puis marocain, tunisien en particulier, c'est plus diversifié. Il y avait déjà des gens, par exemple, qui étaient commerçants, qui avaient vécu dans des grandes villes et qui du coup peut-être, et on verra que pour les enfants c'est important, avaient des aspirations pour leurs enfants. Ils ont migré pour que leurs enfants soient scolarisés en France et deviennent c'est des enfants qui racontent ces rêves de leurs parents, deviennent avocats, médecins. Côté portugais, c'est beaucoup plus rare. L'idée, c'était de rembourser les dettes. Enfin, la Portugal est dans une situation à l'époque vraiment compliquée. Et rentrer au Portugal, construire une maison, vivre mieux, mais avec les enfants. Pas nécessairement rester en France. Ça a changé, mais en tout cas, le projet initial était celui-là. Je pense que c'est une différence intéressante entre les deux. Et il y avait aussi une différence en termes de construction. À Nanterre, on avait une construction en planche, en tôle ondulée, et à Champigny, plutôt une construction en dur. Oui, et ça a été très dur. Alors déjà, voilà, c'est exactement ce genre de différence. Je me suis dit, mais finalement, mais en fait, c'était aussi un bidonville. Tu vois, il n'y avait pas d'eau, enfin, en tout cas, pas dans toutes les zones. Il y avait la boue, il y avait les rats, il y avait tout ce que tu veux, et ça restait précaire. Et ça, je pense, c'est une différence très intéressante qui nous parle et des expériences, mais qui nous parle aussi de la façon dont les bidonvilles ont été appréhendés comme problème public. Je casse tout de suite peut-être le stéréotype, c'est pas parce que les Portugais sont d'excellents maçons, il y avait aussi des très bons maçons parmi les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, donc ce préjugé raciste, on va dire, il faut l'évacuer tout de suite, c'est qu'en fait les bidonvilles ont été traités très différemment. Il faut se remettre dans le contexte. Nanterre, période de la guerre d'Algérie, les constructions sont extrêmement surveillées. Il y avait notamment ce qu'on appelait la brigade Z, qui était une brigade policière qui passait, qui recensait les baraques et qui interdisait toute nouvelle amélioration en construction. Quand tu peux pas améliorer ta baraque, quand tu peux pas construire, évidemment, ça donne des conditions précaires. Champigny, par contraste, en fait, ce qui est intéressant, on a des sources d'archives en fait qui racontent un peu le point de vue des agents préfectoraux. Souvent, c'est des gens qui sont passés par Nanterre ou par des bidonvilles algériens en France métropolitaine. Ils arrivent à Champigny, ils voient des Portugais, ils se disent mais c'est pas un bidonville, c'est un village parce que les Portugais étaient blancs, étaient européens. Et donc, il y avait un regard très différent sur cette forme d'habitat en disant mais finalement, on va les laisser tranquilles parce que voilà, c'est pas le même niveau de dangerosité que les Algériens. Donc, quelque part, ils ont été libres de construire davantage, améliorer davantage, et c'est en partie pour ça qu'on a des formes si différentes quand on regarde les photos entre les deux bidonvilles. Alors, il y avait des différences. Ouais. Et par contre, ce qu'ils avaient en commun, c'était la misère, la pauvreté, la boue. Oui. Et le regard stigmatisant. Et le regard stigmatisant. Des institutions, parce que même s'il y avait un peu ces préjugés, et en fait, dans l'interaction quotidienne, on va dire que c'était quand même un poids du stigmate très fort, la honte, ça on retrouve vraiment des deux côtés, effectivement, cette expérience de ceux qui restent en habitat précaire extrêmement dur à vivre, qui protègent pas du froid, qui protègent pas des intempéries, qui donnent des conditions de vie effectivement extrêmement dures à supporter, extrêmement humiliantes, en tout cas pour une bonne partie des habitants. Et voilà, donc c'est effectivement cette expérience reste uniforme sur les deux terrains. Ouais. Mais tu fais bien de dire concernant la honte, parce que la honte, ce sont des conditions qui caractérisent bien l'expérience des enfants des bidonvilles. On le retrouve beaucoup dans le livre. Il s'exprime beaucoup sur cette partie-là, sur les conditions de vie très difficiles. Il y a des passages extrêmement poignants, effectivement, et ça nous dit bien à quel point, en fait, c'est dur d'être enfant dans ces conditions, parce que quand on est enfant... Alors, il y a une partie où, en tout cas, les enfants ont beaucoup raconté que en partie, ils se rendaient pas compte, en fait, notamment les plus jeunes, ceux qui étaient nés en France. Alors, ceux qui sont arrivés, imagine, avec une autre expérience derrière eux, qui étaient nés au Portugal ou en Algérie, qui arrivent, qui se rendent compte de la différence, c'est extrêmement dur. Et c'est très, très dur à supporter, à tel point qu'il
ils veulent retourner. Enfin voilà, certains Oui, veulent tout à et fait. réussissent à retourner. C'est vrai que pour les enfants qui sont nés ici, Ouais, à l'époque des bidonvilles, c'est ce que il y tu avait une connais. forme d'insouciance. Voilà, Voilà, donc on ne se rend pas compte qu'il y a autre qu'il chose. y a autre chose. Après, tu Voilà. grandis, voilà. Mais Et puis, exactement, c'est ensuite quand on grandit c'est qu'on ça. remarque les Les différences. différences, c'est Voilà, que tout la à honte fait. arrive. Mais du coup, tu vois, il y a Mm, différents rapports à la mm, honte. Et pour moi, c'était intéressant de laisser tout le monde s'exprimer là-dessus. ouais, De voir aussi ceux qui veulent retourner la honte en fierté. mm. Et c'est super intéressant de voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de cette mémoire-là, parfois difficile. Et puis, voilà, d'autres personnes pour qui, en fait, c'est tellement fort que ça c'est dur de livrer un témoignage. Et encore une fois, c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante que ces personnes-là m'aient fait assez confiance pour me raconter cette partie difficile de leur vie. Alors, il y a eu cette période des bidonvilles, et ensuite il y a eu la destruction des bidonvilles, comme tu l'as dit, les bulldozers sont passés par là pour reloger Ouais. les habitants, Et pas tous dans les mêmes conditions. pas tous dans les mêmes Et conditions, là, on effectivement. retrouve, tu vois, cette histoire d'origine qui revient. Et c'est avec plusieurs décennies de recul, en fait, en lisant les comptes rendus d'expulsion, par exemple à Champigny, c'est frappant. Donc moi, je suis arrivée à Champigny, tu vois, j'avais déjà l'histoire de Nanterre en tête. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est qu'à Nanterre, les habitants n'ont pas été relogés extrêmement rarement dans des logements sociaux directement. Ça a été ce qu'on a appelé des cités de transit, qui étaient, comme son nom l'indique, une forme qui devait être transitoire. Alors, transitoire pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était des familles qui ne savaient pas habiter, qu'il fallait leur apprendre à un baigner. Gros préjugé, il y avait beaucoup de familles qui étaient déjà urbanisées, donc en fait, évidemment, ils savaient comment fonctionnait un logement ordinaire, ils auraient pu passer directement à HLM. Mais préjugés racistes, voilà, histoire, on va dire, compliquée. Du coup, les habitants des bidonvilles nanterres sont principalement relogés dans ces cités de transit. Mmh. Côté portugais, c'est très différent. Et c'est là que l'histoire devient presque absurde. C'est qu'en fait, les agents préfectoraux arrivent avec les bulldozers. Déjà, ils rencontrent de la résistance parce que les habitants, en fait, se sont ancrés et n'ont pas nécessairement envie de partir. Ils n'ont pas envie de payer un loyer plus cher parce que, voilà, autre projet migratoire, etc. Donc, ils les expulsent par la force. Ils détruisent des bidonvilles par la force. Les forces de l'ordre sont présentes. C'est une histoire très différente que Nanterre. Et en plus, ces habitants-là refusent les logements sociaux. J'insiste, logements sociaux qui leur sont proposés et préfèrent se reloger dans d'autres pavillons, autoconstruits, rénovés, etc., plusieurs dans la région parisienne. Donc tu vois, là aussi, Mmh. l'origine joue très différemment. On voit que les agents de l'époque avaient des préjugés, mais qui correspondaient pas à la réalité du tout, parce que ça... Et c'est tragique de se dire, en fait, il y a des familles algériennes qui attendaient un logement social et à qui on n'a pas donné le logement, alors que ça aurait pu, je pense, soulager beaucoup de familles d'avoir un logement plutôt que ce qui était effectivement le cas. Alors, ce relogement, en tout cas pour Nanterre, pour les bidonvilles de Nanterre, a eu lieu en 1971. Mm. Et à l'époque, Chaban-Delmas, Le plus beau jour de sa vie. il se passe par là et il dit les enfants de la pourririe vont devenir des enfants du bonheur. Et c'est le plus beau jour de ma vie de Et ministre. c'est le plus beau jour de ma vie de Premier ministre. Mais, mais toi, tu le montres bien, en réalité, il y a eu. C'était, on n'a pas découvert un monde meilleur, un environnement meilleur. On était plus dans la précarité et la ségrégation. Effectivement, je sais. Alors, sans doute que les ressentis varient. Moi, j'ai eu plusieurs familles qui m'ont dit quand même que le jour de l'arrivée, c'était un soulagement parce que c'était des bâtiments en dur, parce que tu vois que les premiers temps, en fait, si ça a vraiment été transitoire, ça allait entre guillemets, même si effectivement la ségrégation était maximale. Je pense qu'on n'a jamais eu depuis des bâtiments aussi ségrégés que ce qu'on a eu avec les cités de transit. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, ça s'est très rapidement dégradé, ça s'est bidonvillisé. Là, je reprends des termes qui sont revenus dans les entretiens. Les bâtiments, c'était des préfabriqués, donc au bout de 5, 10, 15, 20 ans, ils étaient plus du tout adaptés à l'habitat. Il y a un interviewé dans le... Donc tu connais, je ne dévoile pas son nom, mais qui s'appelle Hakim dans le livre, qui raconte qu'il est né dans les bidonvilles. Il est passé en cité de transit, il est sorti de la cité de transit, il avait 20 ans, il n'avait jamais connu un logement avec une salle de bain. Donc ça nous dit bien le tragique de ces situations, ça s'enlise. Les enfants, en temps, sont devenus grands, voient aussi les problèmes, la discrimination, la ségrégation autour d'eux, et ça cause une souffrance énorme, alors qui se traduit aussi par un certain nombre d'épisodes difficiles et qui ont marqué beaucoup de familles. Mais voilà, disons, la racine de tous ces problèmes-là naît de ce relogement raté aussi, parce que les espoirs... Ça n'a pas été à la mesure ni des espoirs ni de la décence en fait qu'on devait offrir à ces familles. Oui, c'est vrai que ces cités ce passage par la cité de transit, pardon, était la norme, et elles étaient censées améliorer les conditions de vie, ce qui n'a pas été le cas, effectivement. Tu l'as dit, hein, il n'y a pas eu d'accession
à l'habitat social de droit commun. Très tardivement. Tardivement, et d'ailleurs ça c'est arrivé à la fin de vie de la cité de transit où je vais dire, on a été relogé dans l'habitat social, mais ça n'est arrivé que tardivement. Il y a eu beaucoup de résistance de la part des municipalités. Des municipalités parce que c'était, alors il y avait ce qu'on appelait un seuil de tolérance, qui est un mot terrible pour dire qu'ils pensaient qu'au-delà d'un certain pourcentage, les familles, entre guillemets, alors qu'ils appelaient françaises, n'étaient pas prêtes à accueillir des familles d'origine immigrée, algérienne notamment. Donc énorme préjugé, encore une fois, et qui a été terrible pour... En fait, ils ne voulaient pas accueillir de familles algériennes, quoi. Donc ça a beaucoup retardé le relogement. Mais il faut dire aussi que ça a été un traumatisme pour certaines familles de quitter Nanterre, en fait. Donc ça faisait des décennies qu'elles étaient là, qu'elles avaient leurs ressources, leurs liens. Un truc qu'on n'a pas dit, c'est que la solidarité était extrêmement forte, quand même, dans ces espaces, et heureusement, parce que sinon, sans ça, comment tu survis face à toutes ces difficultés-là? Mais il y avait des liens de sociabilité, de solidarité qui étaient très très forts. Et malheureusement, le relogement s'est fait dans des espaces, parfois, où les familles ont dû perdre pour partie ces liens, et ça a été une douleur portée jusqu'à très récemment. Je reviens rapidement sur les cités de transit. Les cités de transit, effectivement, c'est ce que tu as dit, mais elles étaient quand même isolées. On était isolés de la ville. Hein. On était très loin de la ville. Et effectivement, tu rappelais le fait qu'en tant qu'enfant, on a apprécié l'endroit, c'était tout neuf, tout propre, effectivement, et j'en fais partie. Donc c'était agréable. Et c'était quand même des cités qui étaient surveillées. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Oui, c'était des cités qui étaient gérées par des organismes de logements sociaux de droit commun, on va dire, mais par des organismes spécialisés dans l'habitat immigré, qui d'ailleurs pour partie existent encore aujourd'hui, hein, c'est des sociétés qui existent encore. Et donc, en plus de l'accompagnement, ce qu'ils appelaient l'accompagnement socio-éducatif, donc il y avait des travailleuses sociales, par exemple, mais il y avait aussi un gardien dans certaines cités. Et je pense que le rapport à ce gardiennage, au fait que les cités soient fermées, qu'elles soient en plus marginalisées, c'est une enquêtée à Lamia que... Voilà, donc je fais aussi le portrait, donc je cite pas mal dans le livre, qui y a cette formule qui est très parlante, disant l'exclusion, c'était pas que dans la tête, quoi. C'était vraiment visible, parce que c'était loin des centres urbains, et en plus il y avait cette dimension de clôture qui était extrêmement dure à vivre. Est-ce que durant cette période-là, il y avait un racisme institutionnel? Moi, c'est un terme auquel je crois beaucoup, alors je sais qu'il fait polémique. C'est un terme, alors maintenant pas seulement auquel je crois, mais que je vois d'un point de vue scientifique, dans les études, dans beaucoup d'études, et puis dans les archives que j'ai consultées. En fait, on peut pas expliquer une telle différence de traitement. Tu vois, là, on a quasiment une comparaison pure, on va dire, entre les deux groupes. Et en fait, on peut pas expliquer une telle différence de traitement entre les Portugais et les Algériens si on prend pas en compte ce racisme institutionnel qui s'ancre dans une histoire coloniale entre la France et l'Algérie. C'est impossible, je pense, de comprendre ce niveau de discrimination et de mise à l'écart si on n'a pas cette histoire-là en tête. Alors, ces enfants, les bidonvilles et les cités de transit, donc voilà, ils ont grandi dans des conditions très difficiles dans les bidonvilles, dans des conditions difficiles dans les cités de transit, avec des moments heureux, des moments tristes, etc. Donc il y a eu des enfants qui ont grandi et qui, certains, des délinquants, d'autres qui sont peut-être arrivés ministres comme Aziz Begag. Mais bon, si on met de côté les délinquants et le ministre, il y a des enfants ordinaires, voilà, qui ont grandi, on va dire, avec ces difficultés-là. Comment tu expliques leur trajectoire? Parce qu'il y a quand même s'ils ont un vécu qui est commun, il n'y a pas le même ressenti, il n'y a pas la même vision, il n'y a pas les mêmes expériences, pourtant. Et pourtant, il y a eu des échecs et des réussites. Oui, et alors merci déjà parce que ce terme d'ordinaire, j'y tiens beaucoup, donc merci de m'avoir aussi si bien lu, parce que je voulais ni travailler sur, on va dire, la trajectoire un peu stigmatisante qu'on a beaucoup, voilà, du bidonville, HLM, mais plutôt délinquance, quoi, je pense que c'était aussi beaucoup raconté d'autres manières par des romanciers qui ont beaucoup de talent, donc je voulais pas nécessairement y intéresser. Puis de l'autre côté, je voulais pas travailler sur des trajectoires trop hors normes, des gens qui avaient déjà trop témoigné, à Begag, mais il y en a à Nanterre aussi, hein. Enfin voilà, qui ont des livres, etc. Donc moi, je m'intéressais vraiment à ces enfants des bidonvilles ordinaires,
qui ont néanmoins pas connu des destinées si homogènes que ça. Parmi les 5, donc j'ai rencontré une cinquantaine d'anciens enfants, il y a des destinées sociales extrêmement diversifiées. Et une fois qu'on a dit que voilà, on est sociologue, il y a beaucoup de diversité sociale, il faut quand même l'expliquer cette diversité, sinon on n'a pas fait grand-chose. Donc, en fait, pour moi, il y a 3 gros paramètres qui jouent dans cette histoire. Il y a déjà le fait, en fait, qu'il faut prendre en compte que malgré l'impression d'homogénéité qu'on a quand on voit un bidonville, c'est un lieu qui est traversé par des hiérarchies sociales. Il n'y avait pas de gens très très riches dans les bidonvilles. C'était pas là que les migrants les plus riches allaient. En revanche, il y avait des petites différences de ressources qui ont été très importantes pour comprendre on va dire, les destinées des enfants des bidonvilles. Par exemple, le fait d'avoir un peu plus de ressources économiques. Lamia, dont je fais le portrait, elle rigole beaucoup parce qu'en fait, elle avait un hammam dans sa baraque. Tu me diras si je me trompe, mais il me semble pas que c'était... Non. Voilà, C'est clair c'était que non. extrêmement courant à l'époque. Donc, Lamia, son père était un petit commerçant du Maroc, venu en France contre l'avis de sa famille. Voilà, pour ce que je te disais, vraiment, il avait des très hautes ambitions pour ses enfants. Et ces petites différences de ressources économiques, mais aussi de ressources culturelles, par exemple, le père de Lamia savait lire et écrire, ça joue beaucoup dans le quotidien des enfants, mais aussi dans leur rapport à l'école. Et le fait qu'ils ont pu parfois aller plus loin parce qu'il y avait déjà ces petites ressources-là. Néanmoins, ces ressources, les enfants, comme tu le dis bien, sont quand même dans un bidonville. Donc, c'est pas un endroit où, on va dire, naturellement, ces aspirations-là des parents, elles peuvent se réaliser avec beaucoup de facilité. Et c'est là que donc le deuxième paramètre, le fait d'avoir été à Nanterre ou à Champigny, joue beaucoup. Nanterre est une histoire très particulière, notamment liée à la guerre d'Algérie, qui a beaucoup attiré l'attention sur ces bidonvilles. Ils étaient vraiment au premier plan de la presse nationale. Champigny, par contraste, on n'en parle quasiment jamais, alors que c'était le bidonville le plus gros, soit dit en passant. Donc cette attention-là, cette visibilité de Nanterre a amené beaucoup de gens, des personnes qu'on peut qualifier comme aidantes, des bénévoles, des militants avec un profil social extrêmement diversifié, mais qui sont venus en fait au contact des familles, et notamment au contact des familles qui avaient des aspirations assez élevées pour leurs enfants. Et quand il y a cette rencontre-là très heureuse, on va dire, entre les aspirations des uns et le temps mis à disposition des autres, ça fait qu'il y a des ascensions sociales, parfois d'assez grosse ampleur, on va dire, qui se produisent. Là où à Champigny, en fait, les habitants étaient beaucoup plus isolés, et donc il y a moins eu, tu vois, cette possibilité de passerelle, c'est un terme qu'emploie un enquêté, vers d'autres mondes que celui du bidonville. Et le dernier paramètre, mais ça on en a déjà parlé, c'est la différence entre le fait d'être algérien ou portugais, ou marocain et tunisien dans une bonne mesure, et le fait qu'en fait, même quand en fait, des cadres d'origine algérienne en fait, ressentent toujours la discrimination, encore aujourd'hui. Donc tu vois, ce racisme-là, il joue aussi dans les trajectoires, et il joue même encore aujourd'hui dans le quotidien de ces enfants-là. Ces jeunes-là, parce que tu as parlé des parents, de tes parents de Lamia qui étaient instruits, mais la plupart des parents n'étaient pas instruits, ils ne savaient ni lire ni écrire. La maman au foyer et le papa qui était soit éboueur, soit maçon, avec un petit boulot. Il y a le fait qu'il y a aussi des parents qui souhaitaient que leurs enfants réussissent, donc qui serraient la ceinture pour pas qu'ils sortent et faire des bêtises dehors. Donc même s'ils ne savaient pas lire, il fallait faire les devoirs. Et il y a eu ces éléments-là qui ont permis de passer un cap, en fait, comme on dit, prendre l'ascenseur pour aller un peu plus vite ou pour aider à passer la barrière. Exactement, à passer la barrière. Tu fais bien de le rappeler, effectivement, parce que ça a été cette présence-là, elle a été effectivement importante pour beaucoup de familles, au-delà de, on va dire, des plus... Mais même ces familles-là instruites, en fait, elles n'avaient pas de ressources pour trouver un stage, tu vois, Donc même s'ils savaient lire et écrire, c'était pas non plus le niveau demandé pour l'aide aux devoirs au lycée ou même à l'université. Donc ces ressources-là, elles ont vraiment été très importantes pour beaucoup de familles, et ça... Je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'anciens enfants s'en rappellent aujourd'hui. Et c'était aussi un peu le message du livre de dire, je pense que quand on a le nez dedans, tu vois, qu'on est dans des associations, dans des espaces, on va dire, où on fait de la solidarité, c'est dur de se dire qu'un jour ça va changer. Et pourtant, l'enquête et les trajectoires de ces enfants montrent que 30, 40, 50 ans après, on voit des effets de cette action de solidarité ce qui la rend d'autant plus importante à poursuivre, même quand on a l'impression que ça sert à rien. Tu évoques des déterminants structurels qui, justement, tu as parlé des différentes ressources qui expliquent les trajectoires sociales, mais il y a aussi les déterminants. Le fait qu'on soit une fille par rapport à un garçon, le fait qu'on soit l'aîné. Il y a aussi le contexte social. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là ?
Oui, ça, c'est les Mmh. micro-différences, c'est des choses qu'on voit même à l'intérieur des familles. Par exemple, j'ai un enquêté, donc je l'ai rencontré, tu vois, c'était un cadre dirigeant d'une entreprise, il me reçoit dans son bureau et tout. Et en fait, lui, il a, pour le coup, il a une seule sœur qui m'a reçu dans un logement social à Nanterre, elle était sans emploi. Et ça, c'est une énigme sociologique immense. Tu te dis, mais comment c'est possible dans la même famille? Alors effectivement, on sait qu'il y a des différences entre les familles, voilà, comme je l'ai dit, donc d'accord. Mais comment dans la même famille, pourquoi les enfants n'ont pas le même, enfin, un destin très proche? Et là, les deux paramètres que tu évoques, le fait d'être un aîné, le fait d'être un garçon, en fait, ça joue, en tout cas dans cette famille, hein. Après, le fait d'être un garçon, ça n'a pas toujours été, je pense, un... Mmh. notamment dans le rapport à la délinquance. Effectivement, je pense que beaucoup de garçons sont tombés plus facilement que les Tout à filles, fait. entre guillemets, et donc ça, voilà, c'est pas un, on va dire, un effet univoque, et, enfin, voilà, dans un seul sens, mais en tout cas pour cette famille, donc voilà, je l'ai appelé, je suis maintenant, je l'ai appelé Soued, c'était l'aîné, donc son père lui confiait beaucoup de responsabilités. Par exemple, quand ils partaient en voyage, alors ils étaient d'origine marocaine, c'est lui qui regardait les cartes, voilà, il raconte tout un ensemble de tâches en fait qui l'ont familiarisé à prendre des responsabilités, à être en contact avec les institutions, à faire des choses pour ses parents. Sa petite sœur, c'était pas du tout la même chose en fait. Elle était toujours, alors celle qui le dit, hein, dans les jupes de sa mère, on Mmh. lui laissait jamais rien faire, etc. Donc ça, t'imagines bien que ça forge des dispositions, enfin, des manières d'être, de faire qui sont pas exactement rentables de la même manière pour des trajectoires scolaires ascendantes et pour ensuite se diriger vers certains types d'emplois plutôt que d'autres. Puis il y a le fait d'être fille ou garçon, il n'y avait pas non plus les mêmes aspirations. Donc ça, c'est elle qui le dit, la petite sœur, en disant, mais sans rancune en fait, en disant, bah voilà, c'était comme ça. L'important pour les filles, c'était le mariage, et pour les garçons, c'était les études. Donc le fait d'avoir cette différence de rapport, on va dire, des parents au devenir de leurs enfants, bah, ça joue beaucoup. Ça s'est beaucoup amoindri aujourd'hui, mais c'était pas, je tiens à dire que c'était pas propre aux familles marocaines ou Mmh. algériennes, hein. On retrouve exactement la même chose côté portugais à Champigny. J'ai le même type de témoignages de filles qui aidaient à faire la cuisine, le ménage, qui vendaient des lupins, tu sais, cet apéritif portugais avec leur mère. Donc c'est pas du tout une caractéristique propre, on va dire, à une origine en particulier. C'est l'époque, c'est les conditions sociales qui ont fait qu'il y avait ce regard-là si différent sur les filles et les garçons, et donc des trajectoires si différentes entre, je pense, une partie pour cette génération-là, quoi. Alors tu as rencontré, comme tu l'as dit, une cinquantaine de personnes, peut-être plus, notamment avec le blog. Est-ce que tu peux nous faire part de 1 ou 2 témoignages qui t'ont marqué? Alors, tu fais bien de dire avec le blog, parce que je pense que c'est important aussi qu'on rappelle qu'il y a Mmh. eu le blog et que ça a Tout été. à fait, on va en parler après On parlera ensuite, oui. après Mmh. d'abord. Alors, les témoignages, enfin, il y a beaucoup de témoignages qui m'ont marqué. Dans le livre, il a fallu que je fasse des choix de façon à rendre aussi, à garder lisible cette histoire. Mmh. Moi, je pense que la trajectoire de Hakim, c'est une de celles qui m'a le plus touchée. C'était mon dernier entretien, par Mmh ailleurs. mh. C'est la dernière personne que j'ai rencontrée. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a un cœur immense, qui s'est beaucoup engagé sur plein d'aspects différents. Et c'est donc cette personne qui naît dans les bidonvilles par des cités de transit à 20 ans, quoi. Donc il était dans une famille extrêmement pauvre. Alors il dit parmi les plus pauvres des bidonvilles, ça a été parmi les derniers à partir de la cité de transit. Très peu de ressources. La famille est arrivée en France en fait dans des conditions peut-être moins maîtrisées que les autres. Il parle de son père, alors il le décrit d'une manière très jolie en disant ben voilà, c'était un peu un troubadour. Puis il avait pas trop hâte de faire venir la famille en France, et en même temps la mère en Algérie elle a insisté parce que voilà elle voulait être Mmh. réunie. Donc ça c'est des conditions d'arrivée on va dire qui sont pas tu vois favorables au fait voilà c'était l'urgence, il fallait se loger, et en fait ça a toujours le père aussi a été victime comme beaucoup d'accidents de travail, il était en Mmh. maladie longue durée, etc. Donc il y avait très très peu de ressources. Hakim, très jeune, c'est pas l'aîné, mais on va dire qu'il est plutôt parmi les aînés, Oui. donc il commence à aider sa famille. Il arrête l'école, il travaille sur des marchés de façon à aider la famille à subvenir aux besoins dès plus jeune. C'est quelqu'un qui a toujours eu un sens des responsabilités énorme envers son entourage. Euh, donc, il travaille jeune, époque des cités de transit, il se tient à l'écart, on va dire, de la délinquance parce que il est déjà un soutien de famille, mais il essaie quand même de faire en sorte que, voilà, d'aider ceux qui ont déjà basculé à peut-être revenir vers autre chose. Donc, quelqu'un de très engagé déjà à ce moment-là. Relogement hors de Nanterre, donc la famille doit partir, et pour lui, je pense que c'est une des personnes qui a vécu le plus ça comme un déchirement. Euh, et, euh, et voilà, après, il fait sa vie.
il se stabilise, il a des enfants, divorce qui le fragilise, mais il obtient un logement social proche de Nanterre qui lui permet de revenir plus fréquemment dans la ville. Donc voilà, c'est une trajectoire de quelqu'un qui aujourd'hui... alors, du coup, je me souviens plus comment j'ai anonymisé son métier parce qu'il faut que je fasse attention pour pas qu'on puisse trop le reconnaître, mais on va dire qu'il occupe une position d'ouvrier qualifié, quoi. Donc, position stable, donc il a réussi à se sortir de la misère, il est stable, il transmet ce qu'il peut à ses filles, mais c'est quelqu'un que cette expérience-là a beaucoup marqué, quoi. Le cas de Lamia, par contraste, est intéressant. Parce que c'est un cas improbable. Donc c'est une fille d'origine marocaine qui aujourd'hui est cadre dans une grande entreprise. Elle vit à Paris, elle est aussi divorcée. Elle a aussi des enfants. Donc j'ai déjà un peu parlé du fait que dans les bidonvilles, sa famille était un peu mieux logée que les autres. Ça les a pas empêchés de se faire reloger dans une cité de transit, hein. Puis ensuite relogement en logement social, mais à ce moment-là, la mienne a déjà quitté le foyer familial et petit à petit, en fait, connaît une ascension qui tient en partie aux ressources des parents, en partie en fait que donc ils les ont beaucoup poussés à s'investir à l'école, mais aussi à sortir du bidonville, quoi. Pour eux, le bidonville, c'était pas... Elle disait, pour mon père, le bidonville, c'était pas la France. La France, c'était la Tour Eiffel, on allait faire des pique-niques, etc. Donc il y a tout de suite eu cette volonté un peu de se distinguer des autres, même c'est quelqu'un qui est extrêmement solidaire, hein. Mais en tout cas, c'est eu cette transmission-là de toujours essayer de faire mieux et de ne pas rester dans les bidonvilles, dans la cité de transit, voilà, de connaître vraiment cette ascension. Donc il y a ces deux trajectoires très différentes. Et fille-garçon, pour le coup, dans sa famille, c'était pareil, il y avait un tel espoir, enfin, une telle envie de montrer à la famille Restomara qu'on ne s'était pas trompé en partant en France, que tout le monde devait devenir avocat, médecin, etc. Il n'y avait pas d'exception. Alors, on a vu l'histoire des enfants des bidonvilles et des cités de transit, et on a vu globalement quels étaient les déterminants qui expliquaient le parcours de ces enfants-là. Et l'histoire se répète. Parce qu'on a, avec les enfants d'aujourd'hui, les enfants, je dirais, contemporains, dans les cités de banlieue en HLM. Est-ce qu'on peut faire ce parallèle ou est-ce que je m'avance un peu trop? Alors déjà, il y a peut-être un parallèle plus net, c'est les enfants des bidonvilles contemporains. Oui, Qui les existent campements qui encore, existent les aujourd'hui avec les campements, Roms. les Roms. Et puis bon, Mayotte, c'est un département français Aussi, aussi, hein. Donc aussi. tu vois, l'histoire, l'actualité récente tragique des bidonvilles à Mayotte, en fait, ça nous montre que cette histoire, elle est loin d'être terminée et que Chaban Delmas, qui se réjouissait, s'est peut-être réjoui un peu vite parce que on n'en a pas fini avec l'habitat précaire. Et donc, il y a encore des enfants qui grandissent dans ces conditions. J'ose même dire, en fait, dans des conditions pires, parce que, par exemple, la scolarisation est beaucoup moins assurée aujourd'hui qu'à l'époque. Donc ça, on va dire, c'est encore plus tragique d'une histoire déjà compliquée. Donc, enfin, voilà, fin de la parenthèse pour les bidonvilles contemporains. Les conditions de logement ont changé, même si voilà, y a les logements sociaux ne sont plus aussi les logements neufs de l'époque. Donc il y a beaucoup d'endroits où ça se dégrade, y compris les conditions matérielles de vie. Néanmoins, on va dire, on n'a plus ce niveau-là de concentration. Vraiment, enfin, je t'assure, le niveau de ségrégation dans les bidonvilles et cités de transit, c'était du 80-90%, ce qui était énorme. Donc, et ça, quand même, on l'a plus. Enfin, en tout cas, on l'a plus avec la même origine. Donc c'est déjà, on va dire, c'est déjà une petite, pardon, une petite différence. Mais c'est vrai que en termes de voilà, racisme institutionnel, structurel, ça perdure. Ça prend d'autres formes, donc c'est pas exactement la même chose. Je pense que par exemple la focalisation, enfin l'islamophobie, est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'à l'époque. Donc le racisme prend d'autres marqueurs, se construit sur d'autres choses, mais reste extrêmement prégnant. Et donc ça reste extrêmement dur à supporter et à vivre pour ces enfants-là. Effectivement, la composition de la population dans les cités d'aujourd'hui n'est pas la même, mais elle est quand même cosmopolite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Africains subsahariens, il y a beaucoup de Nord-Africains et très peu de Français quand même. Quand je dis Français, alors je m'explique, pas qu'on ait de confusion, je parle de Français qu'on pourrait appeler des Français de souche ou des Français blancs. Oui. Voilà. Pour les distinguer des Français d'origine étrangère. Alors, enfin, français blanc, parce qu'en fait, tu as des descendants d'Italiens, de Portugais. Blancs, mais qui sont aussi d'origine étrangère. Qui sont aussi d'origine étrangère, mais comme tu l'as expliqué, comme tu l'expliques dans ton livre, comme tu l'as expliqué en début d'entretien, c'est des Français... dans ton livre, tu dis des Français honoraires, des Blancs honoraires, pardon. Ouais, c'est une expression que j'ai trouvée assez intéressante pour dire qu'en fait, c'était... Alors, ça marche notamment pas mal pour les personnes d'origine portugaise, qui a
Donc il y a cet avantage. Alors, on peut pas dire qu'ils étaient très avantageux dans les bidonvilles Mmh. quand même, il faut faire attention. Mais quand même, on va dire qu'il y a ce regard différent, initialement plus valorisant porté sur eux. Enfin, valorisant. Disons qu'ils répondent à certains stéréotypes, ils sont courageux, ils sont travailleurs, etc. En fait, ils servent aussi à faire un peu le sale boulot, quoi. Mais disons, c'est pas du tout le même niveau de stigmatisation des Algériens. C'est vraiment très relationnel. C'est là qu'on voit que c'est des catégories sociales et pas biologiques, le racisme. C'est que c'est en fait des constructions, des images qu'on impose à certaines Mmh. populations par rapport à d'autres. Et effectivement, les Portugais sont considérés comme blancs, ça s'est dit extrêmement clairement dans les archives. Mais pourquoi je dis honoraire, c'est qu'en fait, bah, quand ce que je disais, ce qui il résiste au relogement, il résiste à l'expulsion, là, le racisme, il revient. Hein. On dit, voilà, c'est des gens Mmh. frustres, Ouais. montagnards, ils aiment que l'argent, etc. Donc on voit comment le racisme revient malgré tout pour ces populations-là, parce qu'ils sont pas complètement intégrés dans la Tout à catégorie fait. blanc. En tout cas, à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est différent, mais à l'époque, c'est vraiment très net. Il y a cette histoire donc des bidonvilles, des cités transit, je le rappelle et je me souviens, il y avait Nanterre avait sorti un livre sur la ville de Nanterre, mais il y avait pas de traces. Et ça, c'est toi qui le dis dans le livre. Il y avait pas de traces justement et c'est étonnant. C'est C'est étonnant, mmh, mais ça fait partie de ce qu'un autre sociologue a appelé un rendez-vous manqué mmh, entre la gauche et les cités. Et je trouve que c'est une expression qui est assez parlante, parce qu'on aurait pu se dire, bah voilà, Nanterre, c'est une ville quand même enfin, qui a été très longtemps communiste, à mmh, gauche, donc avec des valeurs de solidarité, notamment voilà, internationalistes, très très forts. Et en fait, ce rendez-vous avec une population désireuse de s'émanciper, algérienne, quoi, enfin, mmh. qui arrive d'une colonie en France, bah, cette rencontre-là, elle a pas lieu. Et c'est très, et on en voit encore malheureusement des répercussions dans le, on va dire, dans le passé très contemporain. Elle n'a pas lieu en raison, bah, par le fait que on va dire, le racisme institutionnel n'a pas épargné aussi cette génération d'administrateurs locaux là, que le fait que les agents préfectoraux qui avaient l'expérience de l'Algérie les ont aussi beaucoup socialisés, leur ont aussi beaucoup dit de se méfier des Algériens, etc. Donc il y a eu tout un ensemble de facteurs qui a fait que, calculs électoraux aussi, hein, que malheureusement, cette rencontre qui aurait pu être évidente entre une municipalité très solidaire sur d'autres choses et cette population voilà, désireuse de s'intégrer n'a pas eu lieu et ça c'est resté longtemps. Alors c'est moins le cas et ça a moins enfin je pense que depuis votre action enfin l'action on va dire de tout le collectif qui avait derrière le blog, ça a sans doute un peu changé, mais ça t'es mieux placé que moi pour le dire parce que moi j'ai arrêté l'enquête Ouais, donc tout à fait. Alors très récent. tu l'as évoqué, effectivement, donc il y a eu, à Champigny, une association qui s'est constituée, Oui. d'anciens habitants. À Nanterre, alors moi j'ai initié il y a, un blog, qui retrace l'histoire, des habitants, bah, qui Mm. retrace par petits épisodes, hein. J'ai pas fait une enquête, sociologique depuis le début jusqu'à la fin, mais avec mes souvenirs et avec les souvenirs de ces enfants-là. Et puis avec un travail de recherche photographique extrêmement Aussi, important. voilà, donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir, un photographe caché, à la cité, Gutenberg, la cité de transit Gutenberg, Mm. qui, nous a gracieusement, bah, offert toutes ces photos et qui nous ont permis, bah, de les publier Mm. et de servir de base aux anciens habitants, de commenter toutes ces Mm. photos et de se rappeler des bons souvenirs et de ne pas oublier et on a fait un travail de mémoire, Mm. heu, pour, bah, rappeler au fait qu'il y a eu un événement malheureux, Oui, par complètement. exemple avec, la mort, d'Abdenbi, Oui. Abdenbi Gemia, et on a eu, on a travaillé et on s'est battu pour avoir une artère nommée, au nom à son nom. Oui, Mmh, et ça a été un travail extrêmement important à plusieurs niveaux pour que, tu vois, moi j'étais là aux oui. inaugurations Mmh, et notamment j'avais été très marquée par une prise de parole, alors je sais plus si c'était la rue de la Cité Blanche ou le boulevard Abdelbi, je pense que c'était le boulevard Abdelbi, où une femme en fait qui avait pris spontanément la parole pour dire mais c'est un tel traumatisme qu'en fait le voir reconnu ça fait du bien. mmh, Ça fait du bien de se voir reconnu, de se voir reconnu comme des Nantériens à part entière. Nous aussi, on a notre rue, on a mmh, notre histoire. Donc ça a été extrêmement fort pour voir disons, cette reconnaissance de cette mémoire longtemps cachée, tuée, etc. Pour passer au-delà de la honte dont on parlait tout à mmh, l'heure. Puis ça a eu un effet extrêmement important et pour moi, de l'extérieur, c'était super touchant de voir en fait toutes ces personnes qui se retrouvaient après le traumatisme du relogement, de recréer des liens, de retrouver la solidarité, tout à de se fait. mobiliser ensemble. Et pour ça, je pense que le blog, effectivement, a eu un rôle
extrêmement précieux pour permettre de renouer les fils voilà, de Ouais. relations passées. Alors, tu relèves dans le livre on n'a pas tous le même rapport avec la mémoire, avec l'histoire. Oui. On a des visions différentes. Certains occultent le passé, d'autres qui le voient de manière très négative, d'autres, au contraire, qui le voient de manière positive. Oui, et Mm. c'est tout l'objet de la Oui, sociologie, peut-être de se dire mais pourquoi? oui, tout à fait. Voilà, comment c'est et de pas se dire, de pas rester sur des constats, tu vois, un peu de il a oublié ou alors il me dit les choses Mm. différemment, donc parce que c'est du mensonge, et cetera. Non, c'est vraiment de se dire mais comment se construit le rapport à la mémoire? Et en fait, le type d'environnement dans lequel on reste, pour entretenir le souvenir, c'est fondamental. Il y a des personnes qui ont aussi un rapport très familial, pour qui la cette mémoire-là, c'est d'abord une histoire de famille et qui sont habitués à en parler dans l'espace privé, mais pour qui c'est plus compliqué d'en parler publiquement. Pour d'autres, ça s'entretient beaucoup avec les copains, donc beaucoup dans les espaces locaux. Mm. Pour ceux qui sont restés à Nanterre, notamment, bah voilà, c'est on se croise au marché, c'est quelque chose de beaucoup plus ordinaire, quotidien, qui peut-être n'a pas la même, tu vois, valeur, enfin, poids douloureux. Mm. Puis il y a des gens qui en parlent à personne, parce que leur conjointe, leur conjoint n'a pas connu l'événement, leurs enfants savent pas, et qui racontent que quand ils en parlent, on les croit pas. Et donc pour qui, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué d'aborder cette histoire. Et pour toi, quelle est l'importance de transmettre la mémoire? Moi, je pense que c'est toujours, et c'est aussi pour ça que j'ai fait disons que je tenais à valoriser le livre au-delà du public Mm. universitaire, c'est que je pense que c'est toujours important sans tomber dans un fétichisme mémoriel, tu vois, déplacé. Je pense que c'est important de pas s'en tenir, bah, par exemple, de voir les bidonvilles contemporains, de se souvenir qu'il y en a eu avant et de se Mm. dire qu'en fait, les enfants de ces bidonvilles-là, un jour, ils vont en sortir, tu vois. Et il faudra les accompagner de façon comme les enfants des bidonvilles d'il y a 50 ans ont été accompagnés, de façon à ce qu'on enraye peu à peu la dynamique de reproduction des inégalités. Et puis, je pense que c'est très important, au-delà de cet aspect un peu général, pour les enfants de Champigny-Nanterre. Il se trouve que hier, j'étais avec des lycéens de Joliot-Curie et on a fait une série d'ateliers sur les bidonvilles. Et c'était super de voir en fait comment bah, pour eux c'est important. Tu vois, ils savaient pas que dans le quartier du Parc il y avait un bidonville, ils savaient pas qui était Abdenbi. Donc on s'est arrêté sous la plaque que vous avez contribué à faire poser et je leur ai expliqué qui était Abdenbi. Je leur ai dit pourquoi c'était important de pas l'oublier. Et je pense que la transmission de cette mémoire-là, bah, quand t'es jeune à Nanterre, c'est important de savoir Mm. c'est quoi l'histoire de ta ville, c'est quoi l'histoire peut-être de tes grands-parents qui t'ont pas transmis. Parce que c'est pas évident de transmettre à ses petits-enfants ce genre de choses. Enfin, il y a des familles qui le font, mais pas toutes. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des supports, quels qu'ils soient, le blog, le podcast, les livres, en fait, de contribuer à ce qu'on n'oublie pas, aussi pour créer des liens entre les générations et permettre de mieux comprendre le présent grâce au passé. Alors, comme je le disais, ce podcast questionne l'identité en mouvement et pour comprendre justement les questions d'appartenance. Toi, tu dis dans ton livre que l'habitat joue un rôle dans la définition de l'identité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire par là? Moi, je pense que les lieux sont importants Mm. au-delà de l'habitat. Alors, l'habitat, on y passe beaucoup de temps. Oui. Mais je pense que les lieux par lesquels on passe nous donnent des habitudes. En fait, là, on va parler en termes. Alors, je vais utiliser mon premier concept. Mhm. Tu vois, j'ai pas abusé sur les concepts sociologiques. Mais l'idée de socialisation, en fait, c'est quelque chose qui est super important. C'est de comprendre comment les individus se fabriquent en tant qu'individus sociaux. Tu vois, pourquoi on a certains goûts, certaines habitudes, certaines envies, aspirations? Bah, c'est parce qu'on est socialisé, on est façonné par des dynamiques sociales qui sont plus larges que nous, qui sont pas toujours explicites, Mm. qui sont pas toujours conscientes, mais qui contribuent vraiment à nous fabriquer dans ce qu'on a de plus intime et individuel. Et c'est parce qu'on est le produit de plusieurs socialisations, des parents, de l'école, des amis, etc., qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui. Moi, je pense que l'habitat, ça joue. Tu vois, je pense que c'est pas la même chose de grandir dans un bidonville Mm. ou de grandir dans un hôtel particulier à Neuilly, pour prendre vraiment deux exemples très caricaturaux. Mais de grandir dans, je sais pas, une petite ville de province ou de grandir à Nanterre. De grandir dans certains pays plutôt que d'autres, etc. Et en fait, c'est pour prendre au sérieux cette idée que l'agencement des lieux, leur forme, la façon dont ils sont construits, même culturellement, ça a une importance pour comprendre qui on est. Et voilà, ça participe effectivement au façonnement de notre identité. Merci beaucoup, Margot, d'avoir participé à ce podcast. Est-ce que tu souhaites ajouter d'autres mots concernant ton livre ou d'autres projets que tu as? Merci Jamel de m'avoir reçu. Plus qu'un projet, en fait, j'aimerais avoir une pensée pour les enfants des bidonvilles qui sont plus là, parce que, alors il y en a que j'ai jamais connus, et effectivement, c'est dur pour les familles de se rappeler d'eux, mais il y en a que j'ai connus et qui malheureusement sont disparus depuis la fin de l'enquête.
Et je voudrais notamment rendre hommage à Jamel Ayadi, qui était une personne au très grand cœur, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé pour faire cette enquête. Et tu vois, j'ai un peu les larmes aux yeux parce que Oui, j'aurais voulu le revoir, en fait, que ce livre soit l'occasion qu'on se revoie, qu'on rééchange, comme j'ai revu d'autres anciens enfants. Et voilà, malheureusement, il a disparu. Et donc, j'avais une grosse pensée pour lui. Enfin, j'ai une grosse pensée pour lui en général quand je parle de cette histoire. en tout cas, merci beaucoup de nous d'avoir assisté à ce podcast, de nous avoir accompagnés durant ton étude chez nous à Nanterre. Et c'est un plaisir d'avoir fait ta rencontre. Plaisir Merci. partagé et merci de m'avoir accueilli. Merci beaucoup, Margot. Merci.